est rare. Ces dernières années, ingénieur des ponts et chaussées, l'ex-figure du Parti communiste de Côte d'Ivoire est le représentant pour l'Afrique centrale et occidentale auprès des BRICS et vice-président de l'Internationale des BRICS, cette alliance des grands émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui plaide pour l'avènement d'un monde multipolaire au sein duquel le continent, comme les pays du Sud global, puissent trouver les moyens de leur développement. Sur le plan national, l'ex-directeur général du BNET et vice-président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, chargé de la promotion du panafricanisme et de la région des lacs. En mai dernier, le parti fondé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a investi ce dernier comme son candidat à la prochaine présidentielle de 2025, sauf que, jusqu'à ce jour, l'éligibilité de son mentor n'est pas gagnée vu qu'il n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale, malgré les assurances affichées par plusieurs hauts cadres du parti. À 10 mois de la présidentielle, le PPACI va-t-il maintenir cette posture que certains qualifient de déni de la réalité ou va-t-il réévaluer ses cartes pour proposer un plan B? Quel PPACI à la prochaine présidentielle? Quelle gauche? Quelle opposition de façon générale? Comment analyse-t-il les enjeux de cette élection capitale pour notre pays? A-t-il des ambitions pour diriger la Côte d'Ivoire un jour? Les BRICS en Afrique, son aventure avec le président Alpha Condé, les enjeux sociaux, économico-politiques de la sous-région ouest-africaine, autant de sujets que nous soumettons sans réserve ce soir à Awa Domelo. Monsieur Awa Domelo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité sur votre plateau. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre votre portrait. Docteur Awa Domelo est l'invité ce soir de l'émission Sans réserve. Doctorat, ingénieur des ponts et chaussées, DEA de génie mécanique et cours complémentaires d'économie d'entreprise. Awa Domelo est né le 23 juin 1958 à Bongouanou. Après le baccalauréat au lycée classique de Bouaké et le diplôme d'ingénieur à l'INPHP, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, il s'envole pour la France où il étudie à la prestigieuse École nationale des ponts et chaussées de Paris, d'où il sort avec le diplôme de docteur ingénieur des ponts et chaussées, l'un des plus illustres en Côte d'Ivoire, à l'âge de 27 ans. Au plan professionnel, il a dirigé le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Au plan politique, Awa Domelo a fait ses classes au sein du FPI, le Front populaire ivoirien, avant la création du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Il est le vice-président en charge des Grands Lacs et de la promotion du panafricanisme du PPACI. Enseignant-chercheur, il a également milité au sein du SINARES, le syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il a apporté son expertise dans plusieurs pays, notamment en Guinée, où de 2017 à 2021, il a été conseiller spécial du président Alpha Condé. En septembre 2021, le patronat russe le nomme conseiller spécial chargé des investissements en Afrique. Il est le vice-président de l'Alliance des BRICS, une association interétatique qui est l'union des 10 grandes économies en développement dans le monde, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le panafricanisme, la vie politique ivoirienne, son parti le PPACI, la question du franc CFA, seront entre autres les questions qui seront abordées sans réserve ce soir au cours de cette émission. Monsieur Awa Domelo, vous êtes Monsieur Afrique des BRICS. Expliquez-nous en quoi consiste votre représentation de l'Afrique centrale et occidentale au niveau des BRICS. Quel est votre cahier des charges, votre feuille de route? D'abord, il faut faire une distinction nette entre les BRICS, Bien sûr, qui est un club de chefs d'État de pays émergents, dont on connaît actuellement les différents membres, et l'Alliance internationale des BRICS, qui est le lien entre les BRICS et les pays non membres des BRICS. Et donc, nous, notre rôle, c'est justement de faire la promotion des idéaux des BRICS dans le monde non-BRICS, afin d'amener beaucoup de pays à intégrer le groupe des BRICS, mais aussi d'établir des relations entre les pays BRICS et les pays non membres des BRICS. Donc voilà, succinctement présenté. Maintenant, moi, j'ai intégré l'Alliance internationale des BRICS en 2021, à la suite du coup d'État qui a emporté le régime du président Alpha Condé. Et par la suite, j'ai été désigné représentant de l'Alliance internationale des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest
et l'Afrique centrale. Et une année après, eh bien, j'ai été promu à la vice-présidence de l'Alliance internationale des BRICS en charge des projets stratégiques. Ça a été un coup du destin de nos recherches. Vous étiez en Guinée, vous êtes allé en Russie pour une mission au profit du gouvernement guinéen incarné par le président Alpha Condé à l'époque. Et le lendemain de votre arrivée à Moscou, il y a un coup d'État en Guinée. C'est comme ça que l'aventure commence, vous confirmez? Ben oui, c'était comme ça. J'étais en mission pour négocier justement un grand projet, puisque vous savez que la Russie a été le premier pays à exploiter la bauxite en Guinée. Et avec la vision du président Alpha Condé, il était question de passer des matières premières aux produits finis. Et il fallait s'adresser au premier investisseur qui était la Russie. Et donc on avait fait tout le dossier technique et il était question donc d'aller négocier directement pour conclure un accord stratégique entre la Russie et la Guinée. Votre mandataire n'est plus président de la République. Qu'est-ce que vous décidez de faire? C'est un coup du destin? Sur le champ, j'avais décidé de retourner, mais où? Puisque j'étais supposé être en exil en Côte d'Ivoire et mon pays d'adoption, le président venait d'être renversé, j'ai regardé à gauche, à droite, je dis bon, je vais prendre un chemin quelconque et arriver à Paris, je vais décider où je vais orienter mon chemin. C'est ainsi qu'on m'a proposé de rester pour que ce que j'ai fait pour la Guinée, je puisse le faire pour d'autres pays et pour que la Russie puisse pénétrer le marché africain dans les secteurs aussi stratégiques comme le développement des infrastructures, mais aussi le développement industriel. Alors, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, vous le savez mieux que moi, font partie aujourd'hui, sont les 3 seuls pays africains membres de l'institution. Quel impact à court, moyen et long terme, quel intérêt un pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, aurait à intégrer l'Alliance des BRICS? D'abord, il faut constater que le monde est en train de bouger. Les riches d'hier ne sont plus les riches d'aujourd'hui. Les pays développés d'hier ne sont plus les pays développés d'aujourd'hui. Vous voulez dire ne sont plus les premiers d'aujourd'hui? Ils ne sont plus les premiers. Ils restent toujours développés. Ils restent développés, mais ils ne sont plus, je vais dire, les seuls à être développés. Et ils ne sont plus les seuls à détenir le monopole de la connaissance, de la technologie et de l'industrie. Et donc, dans cette dynamique-là, eh bien, l'approche des BRICS paraît être compatible avec la vision de coopération multipolaire dans laquelle le monde est plongé. Et donc, notre stratégie à nous, surtout moi en tant que vice-président en charge des projets stratégiques, c'est de chercher le meilleur des BRICS pour l'Afrique. Alors, les BRICS, c'est vrai, mais certains voient dans votre démarche un positionnement pour renforcer l'influence de la Russie en Afrique de l'Ouest. C'est presque clair dans vos propos. Est-ce que cette influence est bien vue? Est-ce que votre démarche est approuvée dans l'environnement dans lequel nous sommes? Vous savez, historiquement, la Russie a contribué à faire passer l'Afrique de statut de pays colonisé au statut de pays indépendant. Comment? Et donc, prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA est né avec l'impulsion du Parti communiste français, qui était membre de l'internationale communiste dirigée par la Russie. Et donc, c'est comme ça que le PDCI est né. Et souvenez-vous que le premier président était un communiste allié au Parti communiste français. Et donc, c'est par la formation des communistes que les cadres du PDCI-RDA ont été formés. Et le Parti communiste les a aidés à créer le syndicat agricole africain. Mais lorsque vous jetez un coup d'œil ailleurs dans le monde, ça a été pratiquement la même chose. Quand vous prenez l'Angola, quand vous prenez l'Égypte, vous savez, l'Égypte a eu beaucoup de problèmes avec le monde occidental. Quand le président égyptien avait nationalisé le canal de Suez, une guerre s'est déclenchée contre ce président et c'est la Russie qui est venue au secours de ce pays-là. Même la Chine, la grande Chine, lorsqu'elle a dû se battre pour se libérer, c'est la Russie qui est venue au secours de la Chine. Donc, si vous voulez, le changement du monde
surtout avec la période des indépendances, eh bien, la Russie a joué un rôle moteur dans ce processus-là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à une deuxième phase du développement du continent africain, c'est-à-dire, parce qu'il faut savoir que quand on dit indépendance, ça ne veut pas dire souveraineté. L'indépendance est un début de la conquête de la souveraineté. Mais quand on est indépendant, que nous n'avons que de la matière première et peu de matière grise, il est bien évident que le premier président de Côte d'Ivoire a dû faire des concessions, c'est-à-dire coopérer avec l'ancienne puissance coloniale dans plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, on a tellement de matière grise que des docteurs sont au chômage. Et donc, il faut reviser de fond en comble. Donc, nous sommes dans un processus de conquête de la souveraineté, sur tous les plans. Sur le plan technologique, industriel, militaire, monétaire, sur tous ces plans. Sur la question de la souveraineté, les avis sont divers, les idéologies aussi. Vous le savez, sur la question par exemple de la monnaie, certains estiment que battre le franc CFA à l'étranger, à l'extérieur des pays ouest africains par exemple, cela fait qu'on n'est pas souverain. D'autres parlent des bases militaires européennes, occidentales sur nos terres, alors qu'il y a des pays européens eux-mêmes qui ont des bases américaines chez eux. Je veux dire que la question de la souveraineté est diversement appréciée, que l'on soit de gauche ou de droite. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ben, tout dépend de l'historique. En 2004, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée française a fusillé des Ivoiriens à bout portant à l'hôtel Ivoire. En 2011, l'armée française s'est rendue complice de massacres en Côte d'Ivoire. Et donc, lorsqu'on voit cet historique-là, que vaut la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire, sinon que dégager un chef d'État pour installer un autre? Et donc, ça a des relents de combat contre la souveraineté d'un pays. Et donc, il est important que notre agresseur d'hier ne peut pas continuer d'être notre gardien. Et donc, il est important qu'on puisse reviser des fois en comble ces différents accords-là pour que progressivement, eh bien, la Côte d'Ivoire puisse assumer sa pleine souveraineté en matière de défense et de sécurité. Et donc, quand on voit l'histoire, on se rend compte qu'il y a incompatibilité entre la présence de l'armée française et la souveraineté des États africains qui peut être mise à mal par cette présence-là. Souvenez-vous, dans l'histoire du continent africain, combien de fois Sékou Touré n'a pas été attaqué par les services français lorsque Sékou Touré a voulu avoir son indépendance. Souvenez-vous de Patrice Lumumba qui a été liquidé, même tout près Gilles-Christ Olympio qui a été liquidé aussi par l'armée française. Donc toute cette histoire-là montre bien l'incompatibilité de la présence de l'armée française avec la souveraineté des États africains. En Côte d'Ivoire, il y a le camp de l'Homo Sud qui a Oui. été libéré par les forces françaises. Et il est annoncé pour bientôt la libération également, le retrait, sinon le départ des forces françaises de l'illustre 43e Bima. Je dis illustre parce qu'il est très connu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Comment vous analysez cette actualité? C'est une évolution positive, mais il faut dire que cela est insuffisant. Parce que les relations, faut-il aller? les relations militaires entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique, ça fait partie. Entre la France et l'Afrique, vous voulez de dire? la France et l'Afrique, ça fait partie. C'est un accord de coopération. C'est cela. Et cet accord de coopération, là, avec les nouvelles technologies militaires, on n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire. On peut être partout dans le monde et puis intervenir partout dans le monde, surtout qu'avec les missiles, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est une question d'accord de coopération militaire. Et tant qu'on n'a pas révisé de fond en comble cet accord militaire-là, réduire la voilure, rétrocéder 43e Bima à la Côte d'Ivoire, ça ne suffit pas. Parce que même un sous-marin peut se cacher pendant longtemps en Côte d'Ivoire et émerger à tout moment et puis agir. Donc il faut tout simplement réviser de fond en comble ces différents accords-là, surtout l'accord de défense. Quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire ouest-africaine en proie au terrorisme, avec la présence notamment de supplétifs russes par endroits? Comment vous avez analysé et accueilli, vous, la vague des coups d'État qui ont touché Bamako, Ouagadougou et Niamey? Et on a un tout petit peu parlé subrepticement de Conakry également. Comment vous avez accueilli cette vague de coups d'État? Quelle analyse avez-vous fait, vous, en tant qu'homme politique, en tant qu'intellectuel africain?
Oui. D'abord, il faut comprendre que le processus démocratique en Afrique emprunte plusieurs chemins. C'est le constat que nous faisons. Parce que lorsque on a le multipartisme, souvent on confond multipartisme et démocratie. Or, le multipartisme, ce n'est que le début d'un processus qui doit nous conduire à la démocratie. Mais les caractéristiques fondamentales du multipartisme, c'est qu'un parti prend le pouvoir et transforme l'État en propriété du parti. C'est-à-dire que l'armée, la police, l'administration, la gendarmerie, le Parlement, toutes les institutions de la République deviennent la propriété d'un parti. Et les autres partis politiques, pratiquement, sont traités d'une manière inégale. Moi-même qui suis devant vous, lorsqu'il y a le multipartisme, bien que tout premier docteur ingénieur des ponts et chaussées de Côte d'Ivoire, eh bien j'ai été chassé de l'ENSTP tout simplement parce que j'étais militant d'un parti d'opposition en 90. Et donc on a préféré se débarrasser d'un enseignant-chercheur ivoirien, le premier du genre, en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que je n'avais pas l'étiquette politique nécessaire qu'il faut pour... Donc, ce genre d'inégalité-là, c'est ce qui caractérise le multipartisme. C'est-à-dire que, eh bien, la question de la citoyenneté est à double vitesse. Quand vous êtes membre du parti au pouvoir, vous avez tous les droits, mais quand vous êtes en dehors du parti au pouvoir, vous n'avez pratiquement aucun droit. Ni droit au travail, ni droit à la justice, ni même droit aux activités privées normales. Parce que les impôts vont vous tomber dessus, on va vous mettre des bâtons dans les roues pour des procédures administratives. Et donc c'est ça qui caractérise le multipartisme. Mais comment passer de cette situation-là à la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, où tous les citoyens sont égaux devant la justice, devant l'administration et devant tous les services publics. Avec les hommes politiques, on a l'impression que quand vous êtes dans l'opposition, vous avez ce discours, hein, Oui. dans l'idéal, et une fois que vous arrivez aux affaires, vous pratiquez ce que vous avez critiqué étant dans l'opposition. C'est presque valable pour tous les pays de la sous-région ouest-africaine. Non, il faut comprendre qu'il y a des nuances. Prenez par exemple lorsque le Front populaire ivoirien est arrivé au pouvoir. Le Front populaire ivoirien a pris la précaution d'appeler à l'inclusion, c'est-à-dire faire appel à tous les fils et filles du pays pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et cet appel a été entendu par plusieurs partis politiques. Et souvenez-vous que même les hauts cadres de l'administration, c'était par appel à candidature. Et le choix était fait indépendamment de la couleur politique. Seule la compétence jouait. Si vous êtes compétent, vous êtes retenu. On ne fait pas cas de votre appartenance politique. Si vous êtes incompétent aussi, bon là, ce n'est pas de notre faute. Mais voilà ce qui caractérise un régime démocratique. Et donc, face à ça, il est bien évident qu'il y a une différence entre un parti qui s'octroie toutes les responsabilités, tous les droits, et un parti qui veut donner le droit à chacun. Donc, cette différence-là fait que lorsque ce processus-là est complètement bloqué, où le parti au pouvoir crée carrément un parti État, où tous les instruments de l'État sont utilisés contre l'opposition, il est bien évident qu'à un moment donné, à force de tirer sur la corde, elle se casse. Certains vous diraient Donc, on observe... vous promouvez le coup d'État. Non, je fais une analyse. Oui, bien sûr. Mais en le disant, c'est une manière de justifier. Non, je fais une analyse. Je fais une analyse pour expliquer les raisons qui font qu'il y a des bifurcations sur le chemin de la démocratisation de nos États. Awa Domelo, vous êtes parti en exil en 2011, vous êtes revenu en 2021. On imagine que ça a dû être un moment douloureux, difficile pour un haut cadre de ce pays. Comment vous avez vécu cette étape de votre vie? J'avoue que ça a été l'étape la plus douloureuse. Parce que imaginez-vous que vous avez envie de venir chez vous et vous ne pouvez pas venir chez vous. Imaginez-vous que vous avez accumulé tellement d'expérience, de connaissances, de savoir et de savoir-faire que vous avez envie de rendre service à votre pays, mais la porte est fermée. Ça, c'est le côté douloureux. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance que les autres dans la mesure où, très tôt,
étant donné mon positionnement à la tête du Bureau national d'études techniques et développement, Le BNET. le BNET, j'ai eu à propulser cette institution au niveau international dans beaucoup de pays africains. On a travaillé dans beaucoup de pays africains. Donc pour moi, il y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient à moi et donc j'ai choisi de servir les autres pays que de servir mon pays. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de relations, mais aussi ça m'a permis de ne pas rompre avec la pratique de mon métier, mais de continuer à bonifier mon savoir et mon savoir-faire dans le domaine d'expertise qui est le mien. Et donc, c'est le côté positif. Ça m'a permis de connaître beaucoup de pays africains. Je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai pratiquement une quarantaine de pays africains dans ma mémoire. Et ça, c'est un acquis important. Et je pense qu'il y a eu le côté négatif, mais il y a eu aussi le côté positif. Mais la patrie, c'est toujours la patrie. Bien sûr. Et la patrie a un rendez-vous très important en 2025. C'est une élection qui arrive à grands pas. C'est un virage que les Ivoiriens doivent négocier de la meilleure des manières pour éviter une autre crise. Selon vous, quels sont les enjeux de cette présidentielle? Quelle analyse vous en faites? Est-ce que vous pensez que les choses vont bien se passer, comme beaucoup, ou est-ce que vous êtes dubitatif, vous avez des réserves? Bien, tout de suite, je vous expliquais que lorsque un parti au pouvoir s'accapare de tous les leviers de la gouvernance d'un État, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. C'est que le jeu démocratique n'est pas équilibré, n'est pas équitable, n'est pas juste, n'est pas transparente et n'est pas inclusive. Vous constatez avec moi qu'il y a beaucoup de nos camarades, surtout dans l'opposition, qui sont frappés par la justice. Mais pour les mêmes fautes, bien souvent, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas du tout inquiétés. Et souvent, ils sont frappés par la justice sans qu'on sache exactement quelles sont les preuves. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, que vous connaissez sa passion pour ce pays-là, aujourd'hui, n'est pas éligible. Mais c'est lié à quoi? C'est tout simplement une injustice qu'il faut réparer. Et donc, cette injustice-là, il faut que ça soit égal. Et disons que la mise sur la scène politique du président Laurent Gbagbo doit être la meilleure façon d'équilibrer le jeu politique. Prenons aussi le cas de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, nous avons une commission électorale indépendante qui a toutes les caractéristiques d'un parti-État. C'est-à-dire que cette commission-là est dominée par le parti au pouvoir. J'aime bien l'expression dominée parce qu'il y a quand même des hauts cadres des partis d'opposition au sein de la commission centrale. C'est pour ça que je choisis mes mots. Dominé par le parti au pouvoir. Eh bien, ça ne permet pas d'avoir un arbitre juste. Parce que imaginez-vous un match de football où eh bien, l'arbitre et l'arbitre de touche, les arbitres de touche, eh bien, sont en majorité des partisans d'une équipe. Il est bien évident qu'il y a des équilibres. C'est pour ça qu'il faut un arbitrage indépendant. Et cet arbitrage-là, indépendant, garantit le jeu démocratique d'une manière égale, inclusive et équilibrée. Est-ce qu'une partie de l'opposition ivoirienne ne paye pas le jeu de la chaise vide qu'elle emploie à un certain moment de la vie politique? C'est vrai que de 2000, je prends le cas de l'opposition de gauche en Côte d'Ivoire, de 2011 jusqu'en 2020, on a pratiquement boycotté toutes les élections. La conséquence, c'est qu'il y a eu désaffection politique de nos militants et ils ont déserté pratiquement le terrain politique. Et les jeunes qui arrivaient maintenant sur le marché de la politique ne voulaient même plus s'inscrire sur la liste électorale. Ce qui fait qu'on a un stock de nos militants qui ne sont pas sur la liste électorale. Et même ceux qui sont sur la liste électorale ont été gagnés par le découragement et par, je dirais, l'abstention. Et on l'a constaté beaucoup lors des élections locales
où on constatait des taux d'abstention qui pouvaient aller jusqu'à 80%. En conclusion, le jeu de la chaise vide n'est pas bon. Donc le jeu de la chaise vide, évidemment, nous payons le prix fort aujourd'hui et nous pensons, et c'est pour cela que nous avons décidé de participer aux élections. Participer aux élections, c'est une chose. Au local, effectivement, mais il y a la prochaine présidentielle. Vous l'avez dit vous-même. Votre camarade, le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, en l'état actuel des choses, jusqu'à cette heure où on fait cette interview, n'est pas éligible. L'élection, c'est dans 10 mois. S'il n'y a pas de changement au niveau de l'État, au niveau politique, institutionnel en tout cas, ce sera peut-être encore une fois le jeu de la chaise vide. Mais pourquoi vous le dites ? Ce sont des analyses qu'on fait, c'est de la prospective. Ouais, les militants du PPACI ont choisi le président Laurent Gbagbo comme leur candidat. Parce qu'ils sont en rang de bataille pacifique, parce que nous avons fait le choix de la lutte pacifique pour le passage du multipartisme à la démocratie. On ne va pas du tout biaiser avec cette logique-là, parce que c'est ça qui constitue notre ADN politique. Nous menons une lutte pacifique pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Et donc, pendant toute cette période-là, notre regard est tourné vers cette bataille-là. Et nous pensons que nous allons gagner cette bataille-là, dans la mesure où, eh bien, jusque-là, depuis l'emprisonnement du président Laurent Gbagbo jusqu'aujourd'hui, on a gagné toutes les batailles juridiques. Donc, nous pensons, nous sommes convaincus que nous allons gagner cette bataille-là. Donc pour vous, pas question, par exemple, d'avoir un plan B en pensant, par exemple, à ce qui s'est passé au Sénégal entre Ousmane Sonko et l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pas question, le président Laurent Gbagbo, comme quelqu'un du PPACI l'a dit, le plan A, le plan B, le plan C jusqu'au plan Z, c'est cela? Vous savez, ça c'était sur le ton de l'ironie. Le plan A, plan B, plan C, plan Z, vous savez que l'alphabet latin n'est pas le seul alphabet du monde. Bref, trêve d'ironie, il est important que nous sachions une chose, c'est que l'injustice qui frappe le président Laurent Gbagbo peut frapper n'importe quel autre plan B, plan W, tout ce que vous voulez. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Et donc, c'est aux militants du PPACI de faire leur analyse et de proposer d'autres solutions au cas où il y a un blocage véritablement. Donc ça, c'est une affaire de parti politique. Est-ce que les militants du PPACI pourraient penser à vous, par exemple? Est-ce qu'avec le background que vous avez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire « je peux être président de la République de Côte d'Ivoire ». Est-ce que vous avez déjà pensé à cette fonction suprême, très exigeante? Bien, ce qui est sûr, tous les hommes politiques qui sont rentrés dans la politique avec un idéal ont l'ambition de jouer plus tard un premier rôle. Tout dépend des contextes, des opportunités qui se présentent. Vous dites tous les hommes, c'est Awa Dombello qui est en face de moi. Non, c'est à lui je que dis je bien pose la question. tous les hommes politiques qui ont Dont un vous, idéal. dont vous. Un idéal. Parce que la politique est un moyen pour réaliser un idéal. De même, un parti politique est un moyen pour réaliser un idéal. Il y a des gens qui rentrent en politique, non pas pour réaliser un idéal, mais pour se réaliser. C'est totalement différent. Mais lorsqu'on rentre en politique, c'est pour réaliser un idéal. Et donc, il est bien évident que tous les hommes politiques qui ont un idéal ont envie de jouer des rôles importants dans leur carrière politique. Mais là n'est pas le problème. C'est que Laurent Gbagbo, que vous connaissez si bien, je vais vous donner mon exemple. Je l'ai rencontré dans les années 1984 à Paris, en plein parti unique, dans la clandestinité. Eh bien, ce qui m'a fasciné chez cette personne-là, c'est sa capacité de persuasion. J'étais un communiste, c'est-à-dire pour la lutte armée, pour je dirais l'économie communiste, c'est-à-dire l'économie appartient à l'État et pas au secteur privé. J'étais pour la dictature du prolétariat. Eh bien, Laurent Gbagbo, méthodiquement, m'a fait comprendre qu'il faut que j'abandonne et que je choisisse la lutte pacifique, non la lutte armée, que je choisisse l'économie socialiste, c'est-à-dire la coexistence entre deux systèmes, système libéral et système socialiste, et que je choisisse la voie de la démocratie. Voilà ce qui a fondé
notre relation. Et donc cette fondation-là a constitué le socle sur lequel nous avons construit le Front populaire ivoirien. Et donc, évidemment, durant tout ce parcours, il y a eu des hauts et des bas. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en face d'un destin commun, c'est-à-dire le destin de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous pensons que l'heure est venue pour que la Côte d'Ivoire, surtout les militants du PPACI, prennent conscience que nous devons tout faire pour que le nom de Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, parce qu'il représente le meilleur candidat. Il est le meilleur profil. Mais Laurent Gbagbo, en 40 ans, a créé plusieurs Laurent Gbagbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bien évident que quand on parle de Laurent Gbagbo, ce n'est pas sa personne, c'est son idéologie. Et cette idéologie-là, eh bien, ça a été diffusé à travers plusieurs personnes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, eh bien, Laurent Gbagbo a eu cette chance-là d'avoir transmis à plusieurs de ses compatriotes sa vision du monde. Qui peut valablement prendre le relais pour diriger la Côte d'Ivoire, diriger son parti. Si demain il se retire, il y aura plusieurs Laurent Gbagbo qui vont poursuivre. Parce que le plus important, c'est de ne pas tuer l'idéal. L'idéal, si l'idéal meurt, eh bien, il n'y a plus d'opportunité pour réaliser cet idéal-là. Et donc, évidemment, s'il décide de se retirer, il y aura plusieurs Laurent Gbagbo et la démocratie interne va jouer. Awa Domelo, parlons sans réserve. Vous êtes à sans réserve, il faut Oui. parler sans réserve. Au sein du PPACI, des voix s'élèvent pour dire que vous avez des ambitions, des intentions. Une activité organisée qui aurait été organisée en votre nom à Paris aurait été annulée par la délégation de France. Récemment ici à Dabou, une activité également organisée en votre nom, où vous devriez être conférencier ou parrain, a été annulée. Ce sont des actualités que vous connaissez. Vous en avez entendu parler. Oui. De quoi s'agit-il? Est-ce Est-ce que c'est une ambition que vous n'arrivez pas à dévoiler pour des raisons endogènes que nous ne maîtrisons pas? Non, ne voyez pas ça comme ça. Vous savez, souvent, il y a beaucoup de bruit autour des partis politiques, surtout autour des personnalités clés de ce parti politique-là. Ben, c'était tout simplement des ajustements de calendrier. Et évidemment, ça causait beaucoup de bruit, mais ce n'est rien d'autre qu'un ajustement de calendrier. Une conférence a été reportée, elle sera reprogrammée. Ce n'est pas une seule fois. Il y en a plusieurs. Il y a eu plusieurs comme ça qui ont été reportés. Finalement, on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Non, ça, c'est les interprétations et les commentaires. Mais vous savez que la vie politique est faite d'interprétations et de vous, commentaires. les journalistes, Vous en faites. Vous êtes journalistes, c'est vous-même qui dites que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Donc, les journalistes font leur travail de journalistes. Mais les faits sont là, c'est que le programme d'activité du PPACI connaît des ajustements périodiques en fonction de la météo politique. Si, in fine, le président Laurent Gbagbo décide de se retirer, qu'il vous désigne comme candidat du PPACI, cela vous enchanterait-il? Mais il est bien évident que pour l'homme politique que je suis, ce serait l'accomplissement. Et donc ce serait une joie pour moi d'accomplir cette mission-là. Parce que je suis un homme de mission. Et si Laurent Gbagbo me met en mission, j'assumerai pleinement cette mission. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entreprendre des initiatives en vue de susciter cette mission? Non, pas du tout, parce que je n'en ai pas besoin. Je sais que j'ai un parti politique. Si je dois entreprendre des initiatives, il y a des congrès, il y a des conventions, il y a des appels à candidature, il y a des élections internes. Eh bien, chacun jouera son va-tout. Et vous pensez que si le président Gbagbo se retire, même si c'est après cette présidentielle ou autre chose, vous avez l'un des meilleurs profils pour lui succéder à la tête du parti? Mais je vous laisse vous-même apprécier. C'est les militants qui apprécient. Mais il est bien évident qu'avec le parcours que j'ai, eh bien, je fais partie, je dirais, de ceux qui sont souvent beaucoup appréciés par les militants. Aujourd'hui, la gauche ivoirienne, on dit d'elle qu'elle est émiettée. Quelle est votre analyse? C'est vrai, la gauche ivoirienne a pièce détachée, mais l'appel de Benoît, lancé par le président Laurent Gbagbo, est le début, je dirais, de la reconstruction de cette machine formidable pour les élections de 2025. Vous pensez que les choses vont dans le bon sens?
Ben, attendons de voir. Parce qu'on est à 10 mois de la présidentielle, Ben oui. il y a beaucoup d'inquiétudes. Oui, vous savez, la météo politique, elle est changeante. Demain, les choses peuvent s'accélérer, tout simplement parce qu'on a mis un coup d'accélérateur pour faire avancer un processus. Awa Domelo, dans cette émission, il y a les questions des internautes qui vous posent leurs questions de façon directe. Mais avant, vous, comment vous voyez la Côte d'Ivoire dans 5 ans, dans 10 ans? Eh bien, vous savez, nous sommes à un carrefour de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire par rapport à l'Afrique de l'Ouest, vous voyez les changements qui se produisent en Afrique de l'Ouest et la direction qu'empruntent ces différents changements, eh bien, nous avons le devoir d'accélérer le processus de changement pour une plus grande souveraineté des peuples africains. Mais en même temps pour accélérer aussi le développement économique et social du continent qui a été freiné par nos relations, je vais dire, avec le monde hégémonique qui avait besoin de nos matières premières pour se développer. Et donc, dans ce jeu de matières premières, nous constatons que nous ne pouvons plus avancer si on ne fait pas ce saut-là. Et donc, si on ne se libère pas pour prendre notre destin technologique et industriel en main pour passer de l'économie des matières premières à l'économie des matières grises. C'est ça qui va permettre d'absorber ce flot de jeunesse qui souvent est désespéré. Et donc, c'est la tendance générale aujourd'hui et ce mouvement tendanciel-là ira en s'amplifiant. Et toute l'Afrique attend la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle dynamique-là. Et tout le monde entier, je peux dire, attend la Côte d'Ivoire dans cette dynamique-là. Moi qui suis vice-président de l'Alliance internationale des BRICS, je rencontre plusieurs chefs d'État africains, y compris les chefs d'État qui sont engagés sur la voie de la souveraineté. Leur attente est grande vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je rencontre aussi beaucoup de pays membres des BRICS et non-BRICS. Au niveau international, leur attente est grande par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc 2025 est une échéance capitale pour que la Côte d'Ivoire soit la nouvelle locomotive d'un monde souverain, d'une Afrique unie autour de ses propres choix politiques, économiques, sociaux, culturels, monétaires et militaires. Awa Domelo, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question d'internaute nous vient de Ange Landry Digbeu qui dit « Pourquoi on ne vous entend pas assez pour défendre les causes du PPACI, votre parti ?» C'est une question qui vous surprend ou vous la comprenez? Ça me surprend dans la mesure où je fais plusieurs conférences à travers le monde au nom du PPACI. Mais c'est vrai que ces temps-ci, j'étais beaucoup plus à Moscou qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des temps morts dans ma participation à la dynamique de développement démocratique de mon pays. Mais n'empêche que lorsque j'ai le temps, eh bien, je suis sur le terrain. Très bien. La prochaine question, on poursuit. Alors, Félix Niquez dit « Comment interprétez-vous toutes ces attaques contre vous en cette période préélectorale ?» Ben, si vous faites de la politique, vous avez peur d'être attaqué, quittez le terrain politique. Ben, je suis attaqué parce que... C'est le champ de rivalité de pouvoir. Ben, oui, je suis attaqué parce qu'il y a des gens qui m'admirent et il y a des gens qui me combattent. Aussi simple que ça. Prochaine question. Copoint en bœuf blanc qui dit « Dites-nous sans réserve, c'est Laurent Gbagbo qui veut se présenter ou c'est vous qui le plébiscitez ?» Ben, Laurent Gbagbo a été choisi par tous les membres de la convention du PPACI et on a eu des discussions bien avant cette convention-là pour qu'on s'accorde sur la stratégie et le choix de Laurent Gbagbo et les raisons qui militent pour ce choix-là. Donc ça a été un choix démocratique. Moi-même, j'ai fait une déclaration publique pour appeler les militants à faire le bon choix, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est le meilleur profil pour nous. C'est le profil gagnant. Et donc, c'est pas... non, c'est un choix démocratique. Très bien. On poursuit. La dernière question d'internaute est de Guy Ferdinand Taou. Il dit « Un mouvement de soutien est né à Paris autour de votre personne. C'est quoi le projet ?» Oh, vous savez, on fait souvent aussi beaucoup d'amalgames. C'est un mouvement qui est né pour soutenir mes actions dans le cadre des BRICS.
parce que j'ai pour rôle de faire la promotion des idéaux des BRICS à travers le continent africain. Et la diaspora africaine est est un terrain qui peut permettre de favoriser la promotion de ces idées-là. Et donc, un groupe d'Ivoiriens a décidé de mettre en place une organisation pour continuer l'action que je fais au niveau de la diaspora africaine en Europe. Rien à voir avec une posture en vue de briguer la Non. présidence. Le même groupe s'est créé en Espagne et même j'étais parti en Espagne. J'ai eu un prix là-bas lors du sommet Europe-Afrique. Et donc, partout où je passe en Afrique, il y a des clubs qui se créent. Il y a des groupes qui se créent au nom des BRICS. Nous avons tous suivi ce qu'Awa Donmelo a dit sur la NCI et il ne saurait être plus clair. Vous avez écouté cette vidéo que je viens de vous proposer. Mais vous voyez que en face, nous avons des gens qui continuent. Ils persistent d'ailleurs à vous faire croire qu'Awa Donmelo est celui qui veut remplacer le président Laurent Gbagbo. Il veut être le candidat du PPACI. Pourtant, il n'en est absolument rien. Awa Donmelo a été clair dans tous ses passages sur la NCI. Les réponses ont été claires. Et derrière, ce qu'il a dit, c'est que le président en a créé des Laurent Gbagbo. Et ça, c'est la vérité. Des Gbagbo Laurent, il y en a. Ça veut dire que s'il décide aujourd'hui de quitter la scène politique, comme M. Ouattara nous a fait croire en 2020, il y aura des Laurent Gbagbo qui vont sortir. Ils vont faire parler leurs ambitions les plus légitimes. Tout le monde a le droit d'être ambitieux dans la vie. Mais quand le leader est en colère, on se met à renserrer derrière le leader et on pousse. Et pourquoi Awa Donmelo a dit que le meilleur profil aujourd'hui pour combattre le régime en place, c'est bien le président Gbagbo lui-même. Ce n'est personne d'autre au PPACI, c'est lui. Mais si demain, il venait à se retirer lui-même, par sa propre volonté, parce qu'il a décidé de se retirer, en ce moment-là, les babos qu'il a créés pourront donc sortir et s'exprimer. Et il n'y a rien de plus normal que ça. Mais les gens du RHDP, comme ils savent très bien que Gbagbo les fait peur, ils veulent nous imposer directement Awa Donmelo. Et le problème n'est même pas d'imposer Awa Donmelo. Le problème, c'est de casser la dynamique qu'il y a derrière le président Laurent Gbagbo, de créer une psychose, de créer une déstabilisation au sein de ce parti qui est aujourd'hui en rang serré et peut permettre donc aujourd'hui d'avoir plus d'avantages. Parce que s'ils laissent le PPACI partir comme ils sont en train de partir avec la cohérence, vous savez qu'aujourd'hui, au RDP, il y a des problèmes. Au PDCI, il y a des problèmes. Au GPSO, est loin. Et c'est le PPACI du président Laurent Gbagbo qui est en train de suivre son chemin tranquillement. Il faut donc chercher vents et marées pour déstabiliser ce parti politique. Comme ils ont pu déstabiliser le PDCI-RDA en faisant en ce que Jean-Luc Billon soit opposé à Tidjane Tcham. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la dynamique qui se fait autour de Tidjane Tcham, si Jean-Luc Billon aussi arrêtait et se mettait derrière totalement, on pourrait avoir quelque chose de bien meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Mais le RDR ne veut pas de ça. Donc, il déstabilise tous les grands partis. Autant ils sont en train d'utiliser Jean-Luc Billon pour déstabiliser Tidjane Tcham, autant ils veulent utiliser Awa Donmelo pour déstabiliser le président Laurent Gbagbo. Mais Awa Donmelo est très malin. Jusqu'au point où il a été invité sur la NCI. Tout d'un coup, il a été invité sur la NCI. Vous pensez que c'est pourquoi? Ce n'est pas pour les bonnes intentions de Ali Djarasouba. Non, ce n'est pas pour les bonnes intentions d'Ali Djarasouba. C'est tout simplement pour pousser Awa Donmelo à dire des mots qui seront utilisés contre le PACI pour qu'après le parti soit déstabilisé. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Au RDR, on dit que tu peux avoir les ambitions de devenir président. Mais tu ne peux en parler de ça que devant ta femme dans la chambre. Si tu tentes de le dire en public, bah, tu es un homme mort. Oui, Adjoumani l'a avoué au grand public que dans leur parti, on peut dire qu'on veut remplacer le président Ouattara seulement dans la chambre. Dès l'instant où vous êtes en public, si vous tentez de le dire, vous êtes un homme mort. Donc vous comprenez tout de suite que ce n'est pas un parti libre, ce n'est pas un parti démocrate. Personne ne peut dire un jour qu'il veut remplacer le président Ouattara au sein du parti. Personne ne peut dire qu'il veut être candidat parce qu'il sera tué. Et ils n'ont pas de gêne de le dire et ça ne fait honte à personne parce qu'ils sont des éminents professeurs. Et dans ce genre de discours, ne devez jamais le dire. C'est normal qu'un jour, vous ayez des personnes qui veulent laisser parler leurs ambitions parce qu'être ambitieux, c'est légitime. On peut aussi respecter le leader, mais on a le droit d'avoir les ambitions. Et donc, Awa Donmelo, même s'il a les ambitions, bah, elles sont légitimes. Maintenant, il respecte le leader que le président Laurent Gbagbo. Et si le président Laurent Gbagbo se retire, bah, beaucoup de Laurent Gbagbo vont parler. Et le RDR ne peut pas utiliser ça contre ce parti-là. Mais ce parti, aujourd'hui, est structuré pour lancer une bataille terrible en 2025 pour revenir au pouvoir d'État.